Les sciences. Les sciences. La connaissance. La connaissance. L'histoire. La nature. La médecine. L'éthique. La La psychologie. psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Donc voilà, le titre, c'est le pic du pétrole quand les lois de la physique rencontrent les lois de l'économie. Donc je suis ni physicien ni économiste, mais je suis chimiste. Et le pic du pétrole m'a intéressé depuis le début parce qu'il y a des aspects physiques et des aspects économiques. Et souvent, il y a deux camps, etc., qui s'opposent. Et j'aimais pas trop ça, donc j'ai essayé de trouver des points de rencontre entre les aspects économiques et les aspects physiques. Donc ça va être une petite aventure dans cette thématique qui me passionne. Et je vais commencer à l'année de ma naissance. Cette année-là, il y a un géophysicien du nom de Marion King-Hubert qui a été invité devant une commission de la Chambre des représentants des États-Unis pour expliquer le pourquoi du déclin de la production pétrolière des États-Unis. Ça faisait quelques années que la production était en déclin et ce fut une surprise en fait pour la plupart des observateurs, ce déclin de la production pétrolière. Une surprise pour la plupart des gens, sauf pour ce monsieur, parce que dès les années 50, il avait établi un modèle prévoyant le pic de production des États-Unis. Donc, on va partir de là, et le titre de sa présentation est extrêmement intéressant. C'est pas le pic pétrolier, pourquoi la production pétrolière est en déclin. Le titre de son exposé, c'est « Sur la nature de la croissance ». Parce que en fait, l'humanité est lancée comme ça dans des phénomènes de croissance depuis bien longtemps, et en particulier pour l'exploitation des ressources, que ce soit pétrole, gaz, charbon, un peu toutes sortes de choses. On est comme ça dans un processus de croissance, mais une croissance dans un monde fini qu'est la planète, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Donc il a démarré son exposé sur les phénomènes de croissance, et je vais commencer de ce côté-là aussi. Alors je vais aller du côté des biologistes, parce que les biologistes, ils étudient pas mal les phénomènes de croissance, les dynamiques de population. Et vous connaissez peut-être les nénuphars, l'histoire des nénuphars qui se multiplient. Et on va voir comment la croissance s'arrête avec ces nénuphars. Donc ici, nos nénuphars, on va en planter un sur un étang. Un étang qui est stylisé, il est carré. Et il y a de la place pour 100 nénuphars sur cet étang. Alors le nénuphar, dans ses gènes, il est programmé pour se multiplier à raison d'un doublement tous les jours. Bon, c'est des nénuphars qui se multiplient vite, donc voilà. Alors il y a des contraintes physiques, évidemment on est dans un monde limité, c'est les 100 places de l'étang. Et une contrainte supplémentaire, c'est que votre nénuphar, il va se multiplier de façon végétative en étendant ses racines, ses tiges, dans les cases adjacentes, qui sont là représentées dans le cercle, dans le carré vert, pourvu que la place soit libre. Et donc on va voir comment cette plante va conquérir les ressources disponibles qui l'entourent, l'espace libre. Donc après un jour, comme il a été programmé pour doubler, sa population arrive à 2 nénuphars. Après 2 jours, on passe à 4, 8, 16, 32. Donc là, vous êtes dans un phénomène de croissance exponentielle, très rapide, vous voyez sur la droite du graphique. Mais ici, vous arrivez à une étape où il y a certains nénuphars qui sont complètement entourés par des voisins. Et donc, ils vont être dans l'incapacité de se reproduire. Donc, à l'étape suivante, au 6e jour, au lieu de vous retrouver avec 64 nénuphars sur votre étang, ça c'est la poursuite de la croissance exponentielle, vous retrouvez un peu moins de nénuphars parce que tous ceux qui sont en rouge n'ont pas eu la possibilité de se reproduire. Au soir du 7e jour, vous auriez dû avoir l'entièreté de l'étang couvert de nénuphars dans un régime exponentiel. On a dépassé les 100 nénuphars normalement. Mais ici, vous voyez que la croissance ralentit de nouveau.
hein. Et pour avoir la surface entière de l'étang couverte de nénuphars, il va falloir attendre 11 jours. Donc vous avez une belle courbe en S qui se dessine au cours du temps. Donc ça, c'est la conquête de l'étang par le nénuphar. Alors il y a une équation qui peut être... ça commence à foirer. Ok, donc on était là. Hein? Donc avec notre courbe en S, qui peut être décrite par une équation qui est représentée là au-dessus. Alors vous avez l'équation qui va vous donner la courbe en noir. L'expérience qu'on a faite, c'est en bleu. Alors dans cette équation, le K, c'est le nombre de places disponibles sur l'étang, 100 places pour le nénuphar. N0, c'est le nombre de nénuphars initial, 1. Et R, c'est le taux de croissance de la plante. Hein. Alors on va enlever l'expérience, on va se concentrer sur cette fonction, parce que j'ai représenté la fonction a été divisée en deux parties, colorées différemment. Et en fait, donc la surface couverte par le nénuphar, qui va être déterminée par le N, va dépendre en fait de contraintes physiques qui vont se retrouver essentiellement dans la partie en vert de l'équation, et de contraintes propres au nénuphar qui vont se retrouver dans la partie en rose de l'équation, puisque le R, c'est le taux de croissance, hein, qui est intrinsèque au nénuphar. Ça, c'est important parce que au début de la croissance, vous êtes en mode exponentiel. Ça veut dire que vous avez essentiellement la contrainte propre au nénuphar qui agit. Il n'y a pas de contraintes physiques qui interviennent dans l'évolution de la population du nénuphar. Hein, en mode exponentiel, c'est ça qu'on a. Hein. Donc on n'a que la contrainte pratiquement du nénuphar qui est présente. Mais après un certain temps, vous avez les contraintes physiques qui commencent à apparaître. Hein. Donc au début, on était dans un monde illimité. Enfin, le nénuphar se comportait comme s'il était dans un monde infini. Et puis ensuite, vous avez les contraintes du nénuphar, de l'environnement qui apparaissent et qui font que le modèle exponentiel n'est plus valable. Il faut passer à la grosse équation pour décrire l'ensemble de la courbe. Donc là, vous avez une plante qui va partir à la conquête d'une ressource. On peut faire la même chose pour l'être humain qui va partir à la conquête d'une ressource comme le pétrole. Et ce qu'on va suivre, on va changer quelques petites choses hein, dans l'équation. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le nombre de places sur un étang, mais c'est ce qu'on va appeler les réserves ultimes. Les réserves ultimes, c'est la totalité du pétrole qui pourra être extraite pendant toute la durée d'exploitation d'un pays ou de la planète. Hein, donc les réserves ultimes, ce qui va être extrait pendant toute la durée de vie de l'exploitation pétrolière, ces réserves ne seront connues avec certitude, le chiffre en tout cas sera connu avec certitude seulement quand le dernier puits aura été fermé. Donc tout à l'heure on va parler de réserves ultimes, ce seront chaque fois des estimations évidemment, puisque le vrai chiffre sera connu qu'à la fin. Donc on va travailler avec des estimations. Mais admettons que voilà, on va vers une réserve ultime de pétrole, c'est une ressource en quantité limitée. Hein. Et ce qu'on va suivre au cours du temps, c'est ce qu'on va appeler la production cumulée. Production cumulée, ce sont les productions annuelles que vous sommez les unes derrière les autres. Hein, ça va commencer à 0 quand vous ferez le premier puits, et au cours du temps, vous allez tendre vers l'ultime, parce que le processus de production, c'est simplement un transfert du pétrole du sous-sol, on va dire que ce sont les réserves, et on amène ça en surface, où on dit que c'est la production. Donc au cours du temps, la production cumulée va devoir tendre vers l'ultime. Bien, donc voilà, on a la même équation que pour le nénuphar, et on va retrouver l'extraction du pétrole qui va dépendre, là aussi, de deux types de contraintes. Les contraintes physiques
On sait qu'il y a, enfin, le pétrole, on va considérer qu'il est en quantité limitée, on ne peut pas l'extraire à la vitesse qu'on veut. Et puis vous avez des contraintes humaines. Hein, il ne suffit pas d'avoir du pétrole sous les pieds, il faut encore que économiquement ce soit faisable de l'extraire. Et donc vous avez présence de ces contraintes humaines. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que la production cumulée, au début, va se comporter comme s'il n'y avait que des contraintes humaines, peu de contraintes physiques. Donc ça va dépendre essentiellement des investissements qu'on effectue pour extraire le pétrole. Là, on va se comporter aussi comme si on était dans un monde infini, sans limite de disponibilité en pétrole. Et puis, au fur et à mesure que l'exploitation pétrolière va avancer, vous avez les contraintes physiques qui vont être de plus en plus présentes et qui vont ralentir l'extraction du pétrole. L'échelle de temps est très importante. On a commencé à extraire le pétrole de façon industrielle dans la moitié du 19e siècle, ça fait 150 ans d'exploitation. On va l'extraire peut-être encore pendant 100, 150 ans. Donc vous avez 300 ans d'exploitation pétrolière, une échelle de 300 ans. Mais ça veut dire que des modèles qui ont été conçus au 19e siècle ou au 20e siècle pour prédire l'évolution de la production pétrolière et qui ne tiennent compte que de contraintes humaines, c'était très bien. Mais au bout d'un moment donné, ça risque de poser problème et ne plus fonctionner tellement. Hein, donc il faut certainement changer les modèles au cours du temps. Les générations de chercheurs, d'experts, etc. Vont devoir changer leur modèle au fur et à mesure que les contraintes physiques deviennent de plus en plus présentes. Alors, je vous ai montré la production cumulée, mais ce qui nous intéresse, c'est pas la production cumulée pour l'économie, c'est la production. C'est un flux, X barils par jour ou par an. C'est ça qui irrigue l'économie, qui permet de se comporter correctement. Et ce flux, c'est ce que j'ai représenté par la courbe en gris. Donc c'est simplement la pente de la courbe noire, c'est le flux de production. Hein, et ce qu'on voit, c'est que la production arrive à un maximum. Ici, dans ce modèle, lorsque les réserves ultimes sont à moitié vides, alors on va voir, c'est un modèle, et dans la réalité on dévie un peu, mais la chose importante qu'il faut retenir, c'est que la production atteint son maximum bien avant que les réserves ne soient vides. Donc il faut parfois arrêter de se focaliser sur les réserves, parce que si on regarde que le chiffre des réserves, ça ne dit pas quand la production va se mettre à décliner. Donc on va faire une petite expérience. On va, comme pour les nénuphars, on va partir sur un continent. On va aller aux États-Unis et on va y mettre des êtres humains qui vont se mettre à chercher et à exploiter le pétrole. Donc l'aventure commence dans le milieu du 19e siècle et très rapidement on va trouver les principales zones productrices de pétrole aux États-Unis. Texas, Californie, etc. Et vous êtes en régime exponentiel, directement. Production cumulée à gauche, production en gris à droite. Alors regardez un petit peu l'échelle. 100 millions de barils par an. Production des États-Unis en 1900. À l'échelle mondiale, on en consomme 300 fois plus. Les États-Unis étaient l'un des principaux pays producteurs à l'époque. Donc, à l'heure actuelle, 300 fois plus de pétrole qu'on consomme qu'en 1900. Donc, ça vous donne une idée de la puissance de la croissance exponentielle. D'ailleurs, on ne va pas rester avec ces échelles. Parce que si on reste avec ces échelles, on va sortir du graphique. Donc, on va faire un changement d'échelle. Vous allez voir, la courbe, elle va s'écraser. Plaf. Voilà. Et on va continuer.
On va continuer jusqu'en 1956, où là on va retrouver notre ami Marion King-Dubert, et qui présente son fameux modèle de courbe que vous voyez là à droite et que j'ai expliqué jusqu'à présent. Alors à l'époque, il présente ça devant ses collègues de l'industrie pétrolière qui vont pas vraiment le croire. 1956, on a démarré à peu près 100 ans auparavant l'exploitation du pétrole. Donc ça fait 100 ans de croissance. 4 générations de pétroliers qui se succèdent. Et voilà M. Hubert qui vient dire « Écoutez, c'est bien beau, on a eu de la croissance pendant 100 ans, mais ça va bientôt s'arrêter. » C'est pas ce qu'ils ont observé. Donc personne ne va le croire. Alors qu'ils disent que la croissance va s'arrêter, c'est déjà quelque chose de difficile à accepter. Mais il dit que ça va s'arrêter dans 10 à 15 ans. Donc, on est quasiment le nez dessus. Donc forcément, personne ne l'a cru. Et pourtant, en 1970, les États-Unis ont atteint leur pic de production. Alors pour quelqu'un qui vit en 1970, on dit, si on avait dit on a atteint le pic de production, il ne va pas le croire non plus. Après tout, il y a eu des petits pics avant, et puis ça descend, et puis ça repart. Donc quelqu'un qui dit en 1970 on est au pic, on ne le voit pas. Et ça c'est le vrai problème du pic pétrolier, c'est que on est dessus, mais on ne s'en rend pas compte. Pour être sûr qu'on a atteint le pic de production, il faut attendre. Et on sait, par effet rétroviseur, en fait, qu'on a atteint le pic. Et donc, il a fallu attendre. Bon, on n'a pas attendu longtemps pour qu'on le convoque devant la Chambre des représentants, 4 ans, 1974. Mais ici, on est en 2012. Et donc, on voit bien la suite de l'évolution. Donc, un bel effet rétroviseur. La production dégringole. Donc ça, c'est l'expérience. Et après, on peut mettre le modèle théorique au-dessus. Bon, quand on science, on voit quelque chose comme ça, on est quand même relativement content du bon accord théorie-expérience. Et si ça continue sur le même rythme, ça veut dire que les États-Unis auraient des réserves ultimes de l'ordre de 180 milliards de barils. Ils en ont déjà extrait 90%, il reste 10% à extraire, et au rythme de production actuel, 1 milliard de barils par an, comme il en reste 14 milliards à extraire, ça veut dire 14 ans de pétrole. Souvent on exprime les réserves en années de production actuelle. Donc là on aurait 14 ans de pétrole si on peut extraire le pétrole à raison de 1 milliard de barils par an. Or, le modèle vous montre qu'il faudra au moins 50 ans pour extraire ce pétrole. Donc là, c'est une preuve supplémentaire qu'il ne faut pas se focaliser sur les réserves restantes, parce que les réserves restantes ne vous disent pas à quelle vitesse on peut extraire le pétrole du sous-sol. Alors après, on va revenir à notre modèle, parce que ce modèle, évidemment, est critiquable, et puis on va commencer à le critiquer. Première critique que je pourrais faire, c'est de dire que, ici, j'ai dit, ce qui est en vert, c'est les contraintes physiques, Dame Nature et là derrière. Mais certains vont dire les réserves ultimes. En fait, les réserves ultimes, ça dépend aussi de l'être humain. Parce que si on n'a pas la technologie pour aller chercher le pétrole, il a beau être là, on ne va pas l'extraire. Donc, quelque part, ce U, derrière ce U, se cachent certaines contraintes humaines. Et donc, il n'est pas impossible que dans le futur, la technologie puisse modifier la valeur de U. Et on va voir ce que ça fait, théoriquement. Si on modifie U, ici, on le gonfle de 50%, n'ayons pas peur. 50% d'augmentation de ce qu'on peut extraire, en 2 fois, un petit peu avant le pic, un petit peu après. Le modèle va vous donner ce genre de courbe. Donc si on parvient par la technologie à faire progresser le U avant le pic principal, si on peut dire, eh bien vous pouvez repousser
le pic dans le futur, vous pouvez obtenir un niveau de production plus élevé, mais si évidemment les progrès technologiques arrivent trop tard, eh bien, vous ne faites que ralentir, atténuer le déclin. Et effectivement, c'est ce qu'on peut observer aux États-Unis, donc je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai montré seulement la production des 48 États contigus des États-Unis, où on a extrait le pétrole sur Terre et en offshore. Il y a un peu d'offshore peu profond. Mais ensuite, les pétroliers ont étendu l'aire géographique explorée. Ils sont allés en mer, dans les eaux fédérales, d'abord dans les eaux peu profondes, puis les eaux profondes, ultra profondes, etc., dans des conditions de plus en plus difficiles. Et on voit que la contribution de l'offshore est apparue fin des années 40, mais ça n'a pas déplacé le pic principal. Ça atténue le déclin. Puis après, les pétroliers sont allés dans l'Alaska également. Donc là, vous avez chaque fois des extensions géographiques, des aires explorées. Et comme ça, vous pouvez augmenter U. Je pense qu'ils arrivent pratiquement à avoir fait le tour des aires explorées. Il y a peut-être encore quelques réserves naturelles, des zones protégées, etc. Mais ils vont très rapidement terminer le tour des extensions géographiques exploitables. Puis plus récemment, vous avez une extension géologique. Donc on va chercher ce qu'on appelle chez nous les huiles de schiste. Vous avez certainement entendu parler de ça dans les médias récemment. Donc c'est un nouveau cycle qui apparaît. Vous voyez, une belle montée comme l'Alaska en son temps. Donc on va revenir maintenant au modèle, puisqu'on a critiqué le U. On peut critiquer maintenant le R, puisque ce sont les contraintes humaines, la vitesse à laquelle on fait les investissements. Et ce R, en fait, peut être variable. Les investissements dépendent de beaucoup de facteurs. Donc, si vous augmentez fortement vos investissements, c'est sûr qu'il y aura une réponse. Or, ici, dans les modèles, on considère un R constant. Donc, ça, c'est ce qu'on a considéré dans le modèle. Et ici, on va voir ce qui se passe si on modifie le R un petit peu avant le pic de production. Ce qui va se passer, c'est que vous allez repousser le pic dans le futur, monter le niveau de la production, mais le prix à payer, c'est que vous aurez un déclin plus rapide. Et donc, il y a deux choses qui se combinent. On voit qu'on peut jouer sur le U, on voit qu'on peut jouer sur le R, mais quand la production est relancée, c'est parfois très difficile de savoir si on joue sur U. Est-ce que la technologie permet de récupérer plus de pétrole? Ou si on joue sur R, est-ce que la technologie ou les investissements font qu'on extrait plus rapidement le pétrole? Et ça, on a plutôt intérêt à savoir quel est l'effet qui joue, parce que si c'est R, on a le prix à payer, c'est le déclin plus rapide. D'ailleurs, si vous regardez l'évolution de la production en Norvège ou en Grande-Bretagne, ce sont des pays où on a mis en pratique des technologies qui maximisent les taux d'extraction et où donc les taux de déclin sont parmi les plus élevés au monde. Donc on verra par la suite la Norvège. Alors justement, on peut revenir aux États-Unis et regarder un petit peu cette valeur de R. Pour la modélisation du cycle principal des 48 États contigus, on est avec un R de 6% de croissance dans l'équation. Pour le cycle des huiles de schiste, si on fait un fit des premières données dont on dispose, on a une croissance extrêmement forte. Donc ça veut dire que quelles que soient les réserves, la quantité de pétrole qu'on peut extraire, si ce taux de croissance est maintenu dans le futur, ça veut dire qu'après la forte hausse, vous aurez une baisse tout aussi rapide. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a observé dans le Montana, puisque l'exploitation de ces ressources a démarré dans cet état et maintenant se propage au Dakota du Nord et au Texas, et c'est là où la production est très forte, avec une croissance très rapide.
Mais dans le Montana qui est arrivé bien avant, eh bien vous voyez, croissance très forte, on a doublé la production de l'État en quelques années, et puis maintenant vous avez un déclin tout aussi rapide. Donc voilà un petit peu comment on peut jouer avec tout ça. Maintenant, après, on peut faire des prévisions pour la suite de ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Voilà ce que certains modèles pourraient donner comme scénario, avec quelques valeurs d'ultime. Alors, il y a quand même des incertitudes très grandes sur tout ce qui est huile de schiste. Hein. Là, j'ai mis entre 10 et 30 milliards de barils, ce sont les chiffres de l'administration américaine qui ont été fournis. Donc, on voit qu'il y a une grande incertitude, mais on voit aussi que c'est du même ordre de grandeur que l'Alaska. Hein? Alors, ce scénario, il faut quand même mettre un petit panneau, c'est que c'est un scénario qui est essentiellement intéressant pour voir les volumes de production lorsqu'on est à un maximum, mais beaucoup moins lorsqu'on est très loin, quand on gère la queue de la production, hein, quand vous êtes, mettons, en 2050, avec des niveaux de production très faibles, c'est beaucoup moins parlant, moins utile, parce que vous pouvez avoir de faibles variations de U par la technologie, et ça va modifier fortement la production quand celle-ci est très très basse. Hein. Donc très certainement, sur le long terme, c'est sous-estimé. Il y a aussi le fait qu'on attend un nouveau cycle en Alaska, mais on ne sait pas quand il va apparaître, donc il n'est pas dans le modèle non plus. Donc il faut prendre tout ça avec des pincettes, et je pense que on sait quand même produire des choses assez raisonnables. Alors, ça c'est pour les États-Unis. Là, je voudrais vous montrer une simulation qui a été faite par un collègue qui s'appelle Jean Laherrère. Donc, Jean Laherrère a fait sa carrière chez Total et en même temps travaillé pour une société qui collectait les données de l'industrie. Donc, il s'est constitué une base de données avec des milliers de gisements de la planète. Et à partir de ça, il a effectué la modélisation de ce que pourrait être l'évolution de la production pétrolière. Même plus que ça, tout liquide, comme il a appelé. Donc, vous avez la courbe en noir qui représente le pétrole brut hors extra lourd, donc sans les sables bitumineux du Canada, sans les pétroles extra lourds du Venezuela. Donc là, on aurait un pic vers maintenant. Et puis ensuite, tout le reste, hein, dans ce qui est autre, ça c'est les pétroles extra lourds, c'est les liquides de gaz naturel, les agrocarburants, liquéfaction, du charbon, etc. Avec un scénario bas qui est la courbe bleu foncé et un scénario plus élevé qui est la courbe bleu clair. Donc à ce moment-là, on aurait pompé, disons, 45% du pétrole dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, 33%. Donc ça veut dire qu'il reste beaucoup. Il reste beaucoup, mais on est quasiment au pic mondial. Alors je voudrais encore une fois reparler de cette échelle de temps et mettre des personnes. Hein. Ma grand-mère, par exemple, est née en 1917. Elle est toujours vivante. Je vais la voir ce week-end. Elle est née en 1917 et elle a connu donc toute la hausse de la production de pétrole. Moi, je suis né pendant les chocs pétroliers. Et si je vis aussi longtemps que ma grand-mère, la moitié de ma vie, ce sera dans la hausse, l'autre moitié sera dans le déclin. Et ceux qui naissent maintenant, je les appelle les enfants du pic. Ils vont connaître la seconde partie de l'âge du pétrole. Donc on est dans une période assez privilégiée parce qu'on a des gens qui ont connu toute la première partie et des gens qui vont connaître toute la seconde. C'est aussi pour relativiser l'ère du pétrole. Hein. C'est quand même relativement court, 300 ans, mais on a quand même le début qui est presque rien et puis la fin qui sera presque rien aussi. Donc on peut raccourcir à moins de 200 ans et vous avez là toutes les générations représentées.
ici, je vous ai montré l'approche de Hubert avec des modèles globaux. On ne va pas voir dans le détail. Mais on peut aussi aller voir dans le détail, c'est-à-dire avoir une approche du pic pétrolier gisement par gisement. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste avec l'exemple de la Norvège et pourquoi on a un pic de production, autrement que par un modèle de Hubert. Donc là, vous allez voir se dessiner devant vous l'évolution de la production de la Norvège. Alors cette production aura été répartie entre des gisements qui ont été mis en production à différentes années. Et pour chaque année de mise en production, vous aurez une couleur. Par exemple, la couleur brune que vous voyez, c'est pour les gisements qui ont été mis en production en 1971. Donc je lance l'animation, vous allez voir d'autres gisements apparaître, ceux de 77, 78 apparaissent. Et vous voyez que très rapidement, vous avez un déclin de la production des gisements individuels. Et il faut donc à chaque fois rajouter des nouveaux gisements pour compenser le déclin. Alors au début, c'est pas très compliqué. C'est des gros gisements. Vous voyez, deux énormes, enfin même plus, puisque c'est les gisements de l'année. Mais vous avez des gros gisements qui apparaissent en premier lieu, parce que typiquement, ce sont les plus faciles à découvrir et les plus rentables. Donc on les découvre en premier et on les met en production en premier. Puis après, on va vers des gisements moyens, comme vous voyez là-haut. Mais une fois que les gros gisements tombent en déclin, il faut se dépêcher à mettre tous ces petits gisements en production. Et à un moment donné, vous ne savez plus suivre. Ce qui fait que vous atteignez le pic de production. Alors on peut l'appeler pic, on peut l'appeler plateau, ça dépend un petit peu du vocabulaire et de la forme de ce pic. Et puis ensuite vous avez le déclin. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas de pétrole, ça ne veut pas dire qu'on ne met pas des nouveaux gisements en production, mais ils sont incapables de compenser le déclin des gisements vieillissants. Alors, l'AIE a fait une étude justement sur ces taux de déclin, une étude très intéressante en 2008, où elle s'est procuré une base de données avec des milliers de gisements. Elle a classé les gisements par année de première mise en production, donc tous les gisements avant 1970, les gisements qui ont été mis en production dans les années 70, dans les années 80, 90, 2000, etc. Et parmi tous ces gisements, il y en a qui sont en déclin. Donc elle a sélectionné les gisements en déclin et elle a regardé quel était le taux de déclin de ces gisements. Pour les vieux gisements, on a 4% de pertes annuelles. Pour les gisements récents, 12% de pertes annuelles. C'est un peu contre-intuitif, puisque les vieux sont plus performants que les jeunes dans cette histoire des gisements, mais ça s'explique par le fait que les vieux gisements, c'est les gisements qui sont gros. Et le déclin est plus faible, tandis que les gisements récents, c'est des gisements plus petits. C'est aussi des gisements, on va à l'heure actuelle plus vers l'offshore, et l'offshore, on utilise des technologies qui maximisent l'extraction. Donc le R, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc si on maximise l'extraction, on maximise le déclin aussi. Donc ça explique que les récents déclinent plus vite. Et là, vous pouvez voir que la production peut décliner assez rapidement, avec de tels taux de déclin. J'ai mis les productions normalisées. Donc, admettons que lorsque le gisement entre en déclin, il a une production de 100. Avec du 12% de déclin, ça veut dire que 5 ans plus tard, vous avez perdu la moitié de votre production. 10 ans plus tard, vous n'êtes qu'à un quart de la production initiale. Et donc, les compagnies pétrolières sont dans une course contre la montre, puisqu'elles doivent sans arrêt découvrir, développer des gisements pour compenser le déclin de tout ça. Les huiles de schiste, c'est encore pire, vous avez des taux de déclin extrêmement élevés. Et donc, si on regarde tous ces déclins, et qu'on regarde en même temps ce qu'il faut pour satisfaire la demande à l'horizon 2030 ou 2035,
Eh bien, ça consiste à mettre une Arabie Saoudite en production tous les 3-4 ans. Voilà, donc il faut trouver tout ça sur Terre. Ça, c'est les évaluations de l'Agence internationale de l'énergie. Donc vous voyez que vous avez fait votre modélisation avec les courbes de Huber, approche globale, comme ça. Maintenant, avec ces informations, vous pouvez aller sur le détail. C'est-à-dire que quand vous approchez du pic de production, vous pouvez vous dire, tiens, mon déclin global à l'échelle de la planète est de l'ordre de 3 et quelques pourcents, entre 3 et 4%, donc gisement qui grimpe, gisement en plateau, gisement en déclin. On perd 3-4% de production chaque année. Donc vous savez ça. Et après, vous regardez votre liste de projets pétroliers qui sont en développement. Est-ce que les nouveaux projets permettent de compenser le déclin? Oui ou non? Comme ça, vous pouvez affiner un petit peu vos prévisions qui ne sont pas visibles sur la courbe de Huber. Donc voilà, méthodologie à long terme, c'est les belles courbes. Ça, c'est utilisé pour faire des méthodologies à court terme. Alors un autre aspect, tout aussi important, même plus, et qui nous concerne directement, c'est le pic des exportations de pétrole. C'est lié au pic de production. Mais nous, on ne produit pas de pétrole, donc on dépend entièrement d'un surplus de production. Et comment ça se passe, un pic des exportations de pétrole? Donc ici, j'ai représenté une courbe de production d'un pays producteur. Alors, j'ai pas mis une belle courbe de Huber parce que typiquement, ces pays, par des contraintes politiques, vont maintenir leur production en dessous de ce qu'ils peuvent produire. Donc, c'est ça que vous avez un plateau. Bon, ça c'est un modèle, mais de toute façon, la production va devoir grimper, passer par un maximum et décliner. La consommation, par contre, a plutôt tendance à grimper dans ces pays. Et elle grimpe pourquoi? Parce que vous avez... Tiens, je parlerai plus tard de la consommation. Supposons qu'elle grimpe. Vos exportations vont évoluer comme ça. Donc, le point important à retenir, c'est que les exportations déclinent avant que la production ne décline et tombent à zéro avant que la production ne tombe à zéro. Et donc, c'est important pour nous, mais c'est important aussi pour les pays producteurs de pétrole parce que leur économie va passer par 3 phases. La première phase, c'est la phase où les exportations augmentent, donc vous avez une économie qui va être tirée par une locomotive d'hydrocarbures. Énormément d'argent va arriver dans le pays. Ça soutient l'économie, l'extension de l'appareil gouvernemental, etc. Ensuite, vous arrivez dans une phase de transition où là, normalement, les gouvernements doivent penser au futur à une économie avec moins de pétrole. Et généralement, ça nécessite des mesures assez difficiles au niveau de l'économie et au niveau des politiques énergétiques. Parce que dans de nombreux pays, la ressource étant propre à l'État, le gouvernement offre à sa population des prix des carburants, des prix de l'énergie extrêmement bas, en tout cas extrêmement bas par rapport à ce qui est pratiqué sur les marchés internationaux. Et donc, quand le pays perd ses exportations de pétrole et doit commencer à importer des produits pétroliers et autres, s'ils maintiennent cette politique de prix bas, ils vont devoir acheter très cher sur les marchés internationaux et revendre bon marché à la population. Donc ça fait des trous immenses dans les caisses de l'État. C'est le problème de l'Égypte à l'heure actuelle. Donc ils doivent y penser en phase 2, parce que s'ils n'y pensent pas, ils entrent en phase 3, et en phase 3, ils sont obligés par les événements à faire face à des conséquences assez dramatiques. Donc, je parlais de la consommation, c'est là que je l'ai placé, pour dire que la consommation de pétrole est tirée par la croissance de l'économie. Il n'y a pas un lien 1 entre les deux. 1% de croissance de l'économie, ce n'est pas 1% de croissance de la consommation de pétrole. Il vous faut un terme
qu'on va appeler correctif, et qui est la croissance de l'intensité économique du pétrole. On peut l'appeler comme ça. L'intensité économique du pétrole, c'est la quantité de richesse, la quantité de PIB que vous produisez lorsque vous consommez un baril de pétrole. Et donc, vous avez cette égalité. Ça, c'est toujours vrai. Alors, j'ai regardé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sur la gauche, vous avez la croissance cumulée sur 10 ans, pour les années 80, les années 90, les années 2000. Et cette croissance, donc, elle a été séparée en une contribution de la consommation de pétrole et une contribution de l'amélioration de l'utilisation du pétrole dans l'économie. Dans les années 80, on voit que c'était pas génial, donc il fallait consommer de plus en plus d'énergie pour produire la même quantité de richesse. Donc c'est pas une économie très performante. Ça s'améliore un peu dans les années 90 et 2000, mais on peut dire que 1% de croissance de l'économie, c'est quand même 0,8% de croissance de la consommation de pétrole. Donc, ça tire fortement la consommation. Et vous avez des consommations annuelles, des croissances de l'économie de l'ordre de 5% par an. 5% par an, ça veut dire un doublement tous les 14 ans. C'est ça, hein. Donc ça veut dire, vous êtes là dans un mécanisme d'autoconsommation des pays exportateurs de pétrole qui est extrêmement fort. Et cette autoconsommation, elle réagit au prix du pétrole d'une façon complètement opposée à ce qu'on observe chez nous. Chez nous, quand le prix du pétrole est bas, l'économie va bien. Quand les prix du pétrole sont hauts, l'économie ne va pas bien. Chez eux, c'est l'inverse, puisque leur économie dépend du pétrole. Et les années 80, c'était le contre-choc pétrolier, les prix sont écroulés, donc l'économie de ces pays n'était pas en très bonne forme. Les années 2000, avec le pétrole qui monte, qui est ici à $100 le baril, c'est fantastique. Vous avez rentré de pétrodollars, donc on investit massivement, on développe les infrastructures, donc l'économie est en plein boom, parce que les populations, elles ne souffrent pas du prix du pétrole élevé, vu que les gouvernements donnent le pétrole très bon marché. Ils sont détenteurs de la ressource. Donc ça montre à quel point il y a un problème au niveau de ces pays, parce qu'ils consomment leur propre production. Donc voilà la carte des exportateurs de pétrole qu'on avait en 1990 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, là où il y a un petit baril. Et depuis, certains pays ont passé la phase 2, sont en phase 3, et même sont sortis de la phase 3. C'est-à-dire, perdent leurs exportations, ou sont sur le point de perdre, ou ont déjà perdu leurs exportations. Alors, pour trouver quels sont les pays qui ont perdu leurs exportations, c'est pas compliqué. Vous avez la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, le Yémen et Bahreïn. Donc, tous des pays qui ont été affectés par le printemps arabe. Alors, il ne faut pas dire que le pétrole est derrière tous les problèmes de ces pays, mais je vois au moins deux facteurs qui ont contribué aux révolutions dans ces pays-là. C'est la perte des exportations, donc la perte de revenus pour le gouvernement et toutes les conséquences économiques et sociales qui découlent de cette perte de revenus, première chose. Et deuxième chose, quand il y a eu l'effet de contagion d'un pays à l'autre, ceux qui ont pu contenir la vague de protestation, ce sont les pays qui avaient les pétrodollars, qui ont pu acheter la paix sociale en augmentant les salaires, en lançant des plans emploi, en diminuant le prix, je ne sais pas moi, de la nourriture, des choses comme ça. Hein, donc il y a eu ces deux effets, un effet de déclenchement de la crise dans certains pays et un effet d'extincteur qui n'a pas été présent chez tous les pays. Donc pour ces pays, ils vivent déjà un pic pétrolier, un pic local, mais c'est déjà une réalité pour eux et ça se traduit réellement dans la société et la politique de ces pays. Alors à l'heure actuelle, on en est là au niveau des exportations mondiales de pétrole, qui est ici réparti entre les différents
exportateurs. Alors là où il y a un petit flash, c'est quand vous avez une crise économique, donc la demande mondiale diminue, donc c'est normal que les exportations diminuent. Donc la dernière, c'est la crise financière 2008-2009. Mais quand même, depuis 2006, on voit un effritement des exportations de pétrole. Alors, est-ce que c'est un déclin ou encore un plateau sur lequel on va rester, et puis le déclin va seulement arriver plus tard, mais c'est quand même assez préoccupant et c'est concomitant à la hausse du prix du pétrole que vous voyez là-bas en dessous. Alors je pense que on est quand même sauvé pour l'instant par le rebond de la production des États-Unis, parce que ça veut dire moins d'importation de pétrole de la part des États-Unis. S'il n'y avait pas eu le rebond, je pense qu'on aurait des prix du pétrole plus importants que ce qu'on observe à l'heure actuelle. Donc voilà, on a fait un peu le tour des pics production, les modèles, comment on joue avec, pics des exportations. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de ce que les gouvernements font, pensent de tout ça, ce qu'ils utilisent comme méthodologie pour prévoir le futur de la production pétrolière, puisqu'on base quand même périodiquement, on réévalue la politique énergétique des pays, donc il faut quand même savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des perspectives de production. Eh bien, à vrai dire, il n'y a aucune de toutes ces méthodologies qui sont vraiment utilisées, en tout cas à l'échelle des pays. Hein, typiquement, on se base sur les réserves prouvées. On regarde les réserves prouvées, qui sont dans des bases de données comme BP. Voilà, et on les exprime aussi en années de production. 40 ans de pétrole. 40 ans ou 50 ans, ça dépend. Et on dit ça depuis 20-30 ans. Hein, donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de souci en vue. 40 ans de pétrole, c'est dans la plupart des analyses. Hein, prenez n'importe quelle analyse, hein, vous allez voir, pas de souci d'approvisionnement. Il y a 40 ans de pétrole, ça fait 20-30 ans que ça dure. Donc, les investissements sont suffisants que pour renouveler le stock et mettre un stock à disposition quasi immédiate des consommateurs pendant 40 ans. Mais si vous regardez une courbe de production, ce qu'il y a sous la courbe, c'est les réserves ultimes. Et les réserves ultimes peuvent se diviser en 4 catégories. Le pétrole qu'on a déjà produit, le pétrole qu'on a déjà découvert et qui est prouvé, le pétrole qu'on a déjà découvert et qui est probable, parce qu'à vrai dire, les réserves prouvées sont une sous-estimation de ce qu'on va récupérer d'un gisement. Ce qu'on va récupérer d'un gisement, c'est plutôt proche des réserves prouvées plus probables. Donc on a plutôt intérêt à utiliser ces chiffres-là plutôt que les chiffres prouvés si on veut savoir où on va. Et puis ensuite, il faut ajouter à cela les futures découvertes. Donc l'ultime, c'est ça, c'est la combinaison de tout ça. Mais on veut me faire croire qu'en connaissant qu'une partie des données, on va pouvoir prévoir le pic de production. C'est impossible en connaissant une fraction des données. Parce qu'en plus, ces réserves prouvées, ce stock, il va shifter au cours du temps. Là, il y a 40 ans de pétrole, mais quelques années plus tard, on dira il y a toujours 40 ans de pétrole. Et au pic de production, on dira il y a 40 ans de pétrole. Et quand on sera dans le déclin, on dira il y a 40 ans de pétrole. Alors, un exemple, puisque ça c'est un modèle, c'est un exemple, c'est les États-Unis. On revient toujours à eux. La courbe bleue, c'est l'évolution des réserves prouvées du pays, exprimée en années de production. En 1920, c'est l'échelle de droite, en 1920, on disait il reste 10 ans de pétrole. Donc peut-être ceux qui n'étaient pas familiers avec ce phénomène de roulement des réserves prouvées étaient paniqués en disant mais dans 10 ans c'est terminé la production de pétrole aux États-Unis. Et là on leur a dit mais non. 1930, 10 ans de pétrole. 1960, 10 ans de pétrole.
1980, il reste 10 ans de pétrole. 2000, il reste 10 ans de pétrole. 2010, il reste 10 ans de pétrole. 2050, il reste 10 ans de pétrole. C'est ça qu'on va dire en 2050. Mais vous loupez complètement le pic de production. Donc, il faut arrêter et bannir à tout prix le suivi de ces réserves prouvées. Parce que votre stock qui shift au cours du temps, vous avez les contraintes physiques qui sont là derrière et qui changent. Un gisement de pétrole en Arabie Saoudite avec un débit énorme, c'est pas la même chose qu'une même quantité de pétrole dans les sables bitumineux. Hein? Donc malheureusement, ça reste toujours d'actualité, ces 40 ans de pétrole, faut pas s'en faire. Après vient l'Agence internationale de l'énergie, parce que si on ne se base pas sur il y a 40 ans de pétrole, on va voir à l'AIE, et là c'est très intéressant l'AIE. Très intéressant parce que le pic pétrolier, la production pétrolière en général, ça dépend de plein de facteurs. J'ai mentionné les facteurs physiques, économiques, mais on peut rajouter le politique, on peut rajouter les facteurs humains, culturels, des facteurs même climatiques. Un ouragan qui passe dans le golfe du Mexique et qui détruit les plateformes. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la production pétrolière. Donc c'est un phénomène très complexe. Et à l'AIE, vous avez des gens. Et les gens, ils ont une formation. Et donc, chaque personne va voir le problème avec son angle d'approche. Sa formation, forcément. Donc, vous n'aurez jamais un consensus concernant l'évolution de la production pétrolière. Et donc, au sein de l'AIE, vous avez de temps en temps le balancier qui va se déplacer vers les gens qui pensent qu'il y a un pic imminent. Et puis, de temps en temps, le balancier va dans l'autre camp, où les gens se disent « Non, non, il n'y a pas de souci en vue ». Et ça se voit dans les rapports, ça transparaît dans les rapports. Et je vais commencer par le rapport de 98. C'est un rapport, l'un des meilleurs. 98-2008, c'est des... je parle du pic pétrolier, donc je me retrouve dans ces rapports. Celui de 98, c'est pratiquement le seul rapport qui a utilisé la méthodologie de Huber et qui a donc joué avec des estimations d'ultime. Vous voyez qu'il y a de grandes divergences entre les estimations. Hein, il y a plus de 60% d'écart entre les estimations basses et les estimations hautes. Donc ça reflète déjà les incertitudes concernant la quantité de pétrole qu'on pourra récupérer. Mais si l'ultime est incertain, ça ne change pas beaucoup la date du pic. À peine une petite dizaine d'années entre la date la plus proche et la date la plus lointaine. Donc c'est ça que la méthodologie de Huber, on a un chiffre d'ultime grosso modo, c'est très bien pour localiser un pic de production. Et donc, dans le scénario de référence, il y avait un pic pour 2013-2014 en conventionnel. Ça, c'est l'ultime de conventionnel. Donc, s'il y a un pic de production en conventionnel, la production monte et puis décline. Au conventionnel, ils ont rajouté les liquides de gaz naturel, d'autres choses, du pétrole non conventionnel, et puis ils ont vu que ça continue à décliner. C'est ce qui est en noir et en rouge très foncé. Or, à l'AIE, ils font à la fois une projection de l'offre, mais ils font aussi une projection de la demande. Et donc, ils ont fait tourner leur modèle économique de quelle serait la demande à l'horizon 2020, et on voit que ça grimpe. Et donc, une demande en 2020 qui est haute, et puis une production de pétrole qui est plus basse, il y a un trou, qui est là représenté en rouge. Et donc, le trou, comme on ne sait pas ce qu'on pourrait bien mettre là, ben on invente une catégorie, et ils ont inventé la catégorie pétrole non conventionnel non identifié, en supposant que quelque chose allait apparaître. Donc, c'est une méthodologie qui, si on sait lire les rapports de l'AIE, indique qu'il y a quand même un problème à l'horizon 2013, mais si on prend tout ça pour argent comptant, on peut se dire, ben non, quelque chose va apparaître.
Et donc, la méthodologie, en quelque sorte, ne permet pas de prédire un pic de production, puisqu'on comble le trou chaque fois qu'il arrive. Donc là, il y avait les propics qui étaient à la base. L'année suivante, un rapport du service, on invente une catégorie, et ils ont inventé la catégorie pétrole non conventionnel non identifié, en supposant que quelque chose allait apparaître. Donc, c'est une méthodologie qui, si on sait lire les rapports de l'AIE, indique qu'il y a quand même un problème à l'horizon 2013. Mais si on prend tout ça pour argent comptant, on peut se dire, ben non, quelque chose va apparaître. Et donc, la méthodologie, en quelque sorte, ne permet pas de prédire un pic de production, puisqu'on comble le trou chaque fois qu'il arrive. Donc là, il y avait les propics qui étaient à la base. L'année suivante, un rapport du service géologique des États-Unis sort et révise à la hausse les estimations d'ultime. On passe de 2300, on était là, l'USGS 94 prévoyait 2300 milliards de barils, maintenant on est monté à 3000. C'est aussi une autre équipe qui est en charge du rapport. Plus de pic de Hubert, plus rien. Et donc, on a des estimations qui changent complètement. On n'a plus besoin de faire appel aux non identifiés. Vous voyez la différence. Alors, les gens qui avaient fait le rapport de 98, qui avaient participé à ce rapport, qui avaient été consultés, n'étaient pas très très contents. Enfin, certains d'entre eux n'étaient pas très contents et ont donc décidé de fonder l'Association pour l'étude du pétrole et du gaz, à laquelle je fais partie. Alors la façon dont j'analyse cette réaction, c'est pas vraiment que ce chiffre de 3000 milliards de barils soit complètement farfelu, mais il faut voir ce qui se passe sur le terrain pour faire projection de Hubert. Sur le terrain, est-ce que les découvertes ont plutôt tendance à nous conduire vers 2000 milliards de barils ou vers 3000 milliards de barils? Car pour produire du pétrole, il faut d'abord le découvrir. Donc comment savoir vers où on va au niveau des découvertes? Eh bien, les géologues utilisent ce qu'ils appellent des courbes d'écrémage. Une courbe d'écrémage, vous représentez les découvertes cumulées dans l'axe des Y. Les découvertes cumulées, ce sont les chiffres techniques, donc prouvés plus probables. Et vous représentez selon l'axe X un certain effort pour obtenir ces découvertes. Alors l'effort, ça peut être le nombre de puits et de découvertes qui a été foré. Bon, ici, c'est représenté sous forme de gisements qui ont été découverts. Donc on voit qu'on a découvert à travers le monde, hors États-Unis, Canada, un peu moins de 30 000 gisements de pétrole. Les premiers gisements découverts, comme pour la Norvège, ce sont les plus gros, et donc ils vont mener à une hausse relativement rapide des découvertes. Mais au plus vous cherchez et au plus vous découvrez des gisements, au plus typiquement ils sont moyens et puis petits, puis minuscules. Et donc vous ajoutez de moins en moins de pétrole à chaque découverte que vous faites, en moyenne. Et donc c'est ça que votre courbe, elle a tendance à plafonner. On appelle ça une courbe d'écrémage parce que vous ramassez la crème des gisements au début et puis après vous vous contentez des miettes. Et donc pour savoir quel est l'ultime de la planète, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on a découvert jusqu'à présent 30 000 gisements, admettons qu'on va encore en trouver 30 000. On double le nombre de gisements qu'on va découvrir. Donc on extrapole la courbe, et en extrapolant, on tombe vers 2000 milliards de barils, etc. Environ. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne va pas dévier. Vous voyez qu'il y a la courbe verte tout en haut, il y a un petit moment où on dévie, ça c'est parce qu'on est parti dans l'offshore. Mais il faut regarder ce qui se passe sur le terrain, et si une déviation apparaît dans le futur, ça apparaît trop tard.
Si ça apparaît trop tard, on aura comme les États-Unis, simplement un amortissement du déclin de la production pétrolière. Et bon, maintenant, l'AIE reconnaît que le pic de production du conventionnel a eu lieu en 2006. Vous voyez, en 98, on prévoyait plus ou moins une date assez proche. Après, on a dit non, au-delà de 2020. Comme pour les États-Unis, il a fallu passer le pic de production pour se dire le pic a eu lieu en 2006. Et donc, ils ont dû, avec le temps, ils ont révisé leurs prévisions. 2002, pic conventionnel. Donc ça, c'est tout liquide, conventionnel plus tout le reste. 2012, c'est une année intéressante aussi au niveau des scénarios de production et plutôt de demande, puisque si vous lisez, il marque quand même qu'il n'y a pas de souci d'approvisionnement. Donc les trois courbes, les trois scénarios qui sont présentés, ce sont des scénarios de demande où vous avez des différences au niveau des politiques. Puisque maintenant on se préoccupe du réchauffement climatique. Donc vous avez un scénario avec les politiques actuelles, sans changement notable. Vous avez un scénario de référence qui s'appelle New Policy, où on anticipe l'arrivée de mesures contraignantes pour limiter les émissions de CO2. Et puis vous avez un scénario 450, où là vous avez des politiques assez agressives pour maintenir le taux de CO2 dans l'atmosphère à 450 ppm. Donc là vous avez un scénario qui monte, qui reste plus ou moins stable, et un qui descend, donc il y en a certainement un des trois qui va se produire dans le futur. Si maintenant je superpose les courbes de Jean Laheyrer, on a le scénario 450 qui se produit. Et donc, ce que je vois se réaliser dans le futur, c'est le scénario 450. Sans mesure politique. Dame Nature, entre guillemets, va se charger de forcer le scénario 450. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures politiques pour limiter les émissions de CO2, parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux scénarios. Si vous faites chuter la demande en pétrole et donc la production pétrolière par des mesures politiques, vous faites une destruction de la demande qui va maintenir les prix du pétrole bas. Tandis que le scénario Jean Laheyrer, c'est un scénario qui se passe entre guillemets naturellement, donc la destruction de la demande, ça se fait par la hausse des prix. Donc il y a quand même une nuance entre les deux, mais c'est certainement quelque chose comme ça qu'on va observer dans le futur. D'ailleurs, puisqu'on parle des prix, revenons au scénario au rapport de 1998, quand il prévoyait le pic conventionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'attendait, à partir du pic du conventionnel, à voir les prix qui montent. Vous avez une grosse marche d'escalier au niveau des prix. Alors l'échelle est peut-être pas très adaptée, mais c'est quand même un bond important des prix du pétrole en quelques années. Ça fait peut-être 30-40% de hausse du prix du pétrole, lorsque le non conventionnel est censé compenser le déclin du conventionnel. En l'an 2000, comme ils ont dit, il n'y a plus de pic de conventionnel en vue, les prix s'écrasent, et après les prix sont censés rester très bas très longtemps. Et pourtant, en 2004, les prix ont commencé à grimper. Donc à un moment donné, ils se sont dit, on va réviser les estimations de prix futurs du pétrole. Si bien qu'on en est là pour l'instant. Donc deux conclusions. Premièrement, c'est difficile de prévoir les prix.
Deuxièmement, en 98, le pic du conventionnel, il est associé à une hausse des prix, et on a eu une hausse des prix beaucoup plus importante que prévu. Donc c'est une confirmation supplémentaire, selon moi, qu'on est bien au pic du pétrole conventionnel. Alors maintenant, on va voir un petit peu différents aspects. On va aller plutôt vers l'économie. Quelles pourraient être les conséquences? Il y a beaucoup de débats à ce niveau-là, puisqu'il y en a qui voient un pic de l'offre. Ils se disent la production pétrolière, le déclin est imposé par Dame Nature, donc la production va se mettre à décliner de façon régulière. Et si on a prévu une croissance de la demande à l'horizon 2030, etc., il va falloir détruire une partie de cette demande pour que ça colle à l'offre. Et typiquement, c'est les prix qui montent jusqu'au moment où on a les deux courbes qui sont collées. D'autres disent, les plus optimistes, donc ça c'est les pessimistes, aucune réaction de l'offre du pétrole vis-à-vis des prix. Les optimistes disent, ok, il y a pic du conventionnel, mais il y a encore plein d'autres pétroles. Ce qu'il faut, c'est juste des prix qui montent pour pouvoir les exploiter. Mais à un moment donné, si les prix montent trop fort, vous avez la demande qui dégringole. Et donc l'offre va dégringoler aussi. Donc pour l'instant, il y a un débat très fort entre est-ce qu'on aura un pic de l'offre ou est-ce qu'on aura un pic de la demande. Il y a certainement des nuances entre les deux, on va peut-être avancer là-dedans. Mais toujours est-il que ça implique de toute façon des prix plus élevés. Donc c'est pas forcément très intéressant pour le consommateur de savoir si on est plutôt dans ce cadre-là ou dans l'autre cadre. Alors les prix, on voit, les prix influencent l'offre, influencent la demande, et donc certains veulent avoir une autre définition encore du pic pétrolier, une définition un peu plus économique. Certains ont défini le pic pétrolier comme étant le moment où le coût de développement du baril marginal, celui qu'il faut mettre sur le marché pour satisfaire le consommateur, eh bien ce coût est trop élevé pour le consommateur en question. Donc à ce moment-là, on aurait effectivement la production qui se mettrait à décliner. Alors pour représenter ce pic économique en graphique, c'est pas évident quand vous utilisez un modèle comme j'ai montré tout à l'heure de Jean Laherrère, puisque vous avez une courbe et il n'y a aucun prix associé. Pourtant, on se doute bien, on sent bien intrinsèquement que la seconde partie, toute la phase de déclin, va être associée avec des prix plus élevés. Mais on ne voit rien sur ce graphique. Donc, une façon de représenter, c'est toujours une réflexion parce que je ne sais pas si pratiquement ce sera faisable de calculer ce genre de courbe. Et voici une proposition, c'est de calculer des courbes de production que j'appellerais isoprix, c'est-à-dire quelle serait l'évolution de la production du pétrole si le pétrole était maintenu à un prix fixe. Mettons $50 le baril, on maintient le pétrole à ce prix-là, comment évolue la production pétrolière mondiale? Probablement qu'on serait déjà en déclin, parce qu'entre 2004 et 2008, la production était quasiment au maximum, et il a fallu que les prix montent très fort pour qu'on se mette à développer massivement d'autres types de pétrole. Je ne pense pas que si on était resté à $50, en dessous de $50 le baril, on aurait vu autant de développement en sable bitumineux, en offshore profond, en huile de schiste. Et donc on aurait déjà probablement été dans une phase de déclin, à $50 le baril. Maintenant on est à $100 le baril. Donc on est un peu plus loin, on a une autre courbe isoprix qui peut se matérialiser. Mais à partir d'un certain moment, vous aurez aussi le déclin qui va s'enclencher. Donc il faudra que les prix repartent à la hausse si on veut contenir, si on veut poursuivre la hausse de la production. Encore une fois, où la demande va-t-elle flancher? Et c'est ce niveau où la demande flanche qui va vous dessiner en fait votre courbe de production réelle.
Donc ça, c'est encore en réflexion, mais c'est une façon de représenter un pic de production où on se libère un petit peu d'une contrainte d'un ultime absolu, hein, puisqu'on aurait la possibilité d'avoir une production infinie de pétrole, mais on s'en va dans des prix qui sont évidemment infinis. Alors, je voudrais repartir au pic de l'offre, hein, parce que, en fait, à certains moments, vous pouvez très bien être dans un mécanisme de pic de l'offre, et à d'autres moments dans un mécanisme de pic plutôt de la demande. Donc, on va voir comment ça fonctionne ici. Sur ce graphique, je représente la production, enfin l'offre en pétrole associée à un prix. À 110 $ le baril, qu'est-ce que les producteurs mettent sur le marché comme pétrole? Environ 88-89 millions de barils par jour. Mais si le prix changeait, qu'est-ce qui se passerait? En fait, si le prix diminue, l'offre en pétrole va diminuer, puisque certains gisements ne seront plus rentables à des prix plus bas. Et si les prix diminuent très fort, l'offre va diminuer de plus en plus. Donc, en quelque sorte, vous pouvez créer une sorte de courbe, hein, de l'offre en pétrole en fonction du prix. C'est une courbe qui va, à un moment donné, atteindre un mur, parce que à 200 $ le baril, les producteurs vont être très contents, vont vouloir produire au maximum, et quand ils auront ouvert tous les robinets, vous pouvez passer à 300, 400 $ le baril, vous n'aurez aucune réponse de l'offre pétrolière sur le court terme. Hein? Donc vous êtes dans le mur. La demande, elle évolue de façon inverse. C'est-à-dire que si les prix du pétrole se mettent à diminuer, on va vouloir chauffer un petit peu plus les maisons, et donc la demande va augmenter. Donc là aussi, vous pouvez faire une courbe de la demande qui est extrêmement pentue, parce qu'on a difficile à se passer du pétrole, donc vous pouvez monter très fort les prix, et vous n'aurez pas une réaction très forte au niveau de la demande. Et donc, typiquement, le prix d'équilibre défini par les marchés, c'est quand ces deux courbes se croisent. Hein? Alors quand même, à 110 $ le baril, on peut se dire que certains producteurs vont investir plus. Hein, surtout si on venait de 50 $, on monte soudain à 100 $. Donc on se dit on va investir plus, et la courbe de l'offre se déplace vers la droite. Ça a tendance à faire baisser les prix, évidemment. Et on peut dire que l'industrie pétrolière a été confrontée à ce problème-là depuis le début qu'elle travaille. C'est-à-dire qu'elle avait tendance à déplacer la courbe de l'offre trop rapidement vers la droite, et donc à faire s'écrouler constamment les prix. Ça, c'était comment faire pour organiser une rareté, pour soutenir les prix dans un monde d'abondance. Alors aux États-Unis, pourtant un pays qui n'est pas réputé pour mettre des contraintes, ils ont quand même instauré un système pour limiter la surproduction et soutenir les prix. Ça a été abandonné quand ils ont atteint leur pic de production, mais après ça a été repris par l'OPEP. Vous voyez, c'est des mécanismes comme ça pour empêcher la courbe de l'ordre d'aller trop rapidement vers la droite. C'est très intéressant parce que ça veut dire que vous avez aussi un amortisseur sur cette courbe de l'offre, un amortisseur de nature politique, puisqu'on va avoir tendance à être en dessous de ce qu'on peut produire au maximum. Et donc, si un pays qui flanche, comme la Libye, ou l'Irak, ou le Koweït, pendant la guerre du Golfe, directement, il y a d'autres producteurs qui peuvent prendre la relève, parce que politiquement, on tourne une vanne, et la courbe de l'offre, boum, se déplace d'un coup vers la droite. Quand vous arrivez à un pic de l'offre, vous perdez l'amortisseur. Et à la limite, pendant un certain temps, votre courbe, elle est figée. Par contre, la courbe de la demande, elle bouge au cours du temps. Ça dépend de l'état de l'économie. Si vous avez une économie en croissance, votre courbe de la demande va vers la droite. Et donc, à 110 $ le baril,
on est censé consommer plus, mais il n'y a pas plus de pétrole sur le marché puisque la courbe de l'offre est figée. Donc, les prix montent pour détruire l'excès de demande. Et les prix montent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a observé pendant la période 2004-2008. Production de pétrole figée pendant 4 ans. Vous passez de $30 le baril à $100 le baril. Donc vous êtes vraiment dans ce mur, ce mur de l'offre. L'offre ne réagit pas du tout à la hausse des prix et vous cassez la demande. Cassez la demande par les prix qui montent. Alors les prix ils montent jusque quand? Ils montent jusqu'au moment où on ne supporte plus la hausse des prix, où l'économie flanche. Alors il y a plusieurs études pour savoir à quel niveau de prix du pétrole l'économie flanche. Il y en a qui disent 6%, il y en a qui disent 7%, il y en a qui disent 4%, etc. Ici vous avez un résumé de toutes ces études avec des seuils. En dessous de 4% du PIB consacré au pétrole, on peut dire que les risques sont relativement faibles, en tout cas c'est la situation pour les États-Unis. Entre 4 et 6%, on va définir les risques comme étant moyens, et au-delà de 6%, les risques comme étant élevés. Pourquoi ces seuils? Le seuil de 4%, bon, c'est le seuil qui a été dépassé lors de la première guerre du Golfe. Donc ça a engendré une hausse du prix qui a mené une petite récession. Donc on peut dire que ça peut être un seuil qui est de risque moyen. Et 6% du PIB, ça c'est un seuil qui a été dépassé en 73. Aussi récession économique. En 2008, récession économique. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de lien entre le pétrole et la crise financière. Il y a quand même des économistes qui ont étudié pour voir s'il n'y avait pas un lien justement. Et donc pour résumer très schématiquement en 2 mots, la hausse du prix du pétrole a eu des conséquences sur la façon dont les consommateurs ont géré leurs dépenses. Il fallait payer plus l'essence ou rembourser ses emprunts. En plus avec des taux qui montaient puisque l'inflation générée par les hausses des prix, etc. Donc vous avez eu des effets induits par la hausse du prix du pétrole sur le comportement des Américains qui s'est traduit par la crise des subprimes. Sans doute que toutes les conditions étaient réunies pour la crise, mais il fallait un catalyseur, il fallait un amplificateur qui a pu déclencher ce qu'on a connu. Donc, voilà, en résumé, on sait que s'il y a croissance économique, typiquement on consomme plus de pétrole. Si on est dans un pic de l'offre est contrainte et donc les prix montent pour détruire l'excès de demande. Et si les prix montent trop vite et trop fort, donc c'est pas seulement le niveau de prix, mais aussi c'est la fluctuation du prix, si le prix monte trop vite et trop fort, on a récession. Donc on peut introduire ça dans un ordinateur pour voir éventuellement ce qu'on pourrait avoir comme scénario de pic de l'offre, où on va supposer, on fait des approximations très rugueuses, puisqu'on va mettre des choses assez fixes. On va supposer que la croissance est de 3% par an. On va supposer qu'on améliore l'intensité économique du pétrole de 2% par an. C'est ce qu'on a observé pendant les précédentes décennies. Donc on va supposer que ça reste, on poursuit cette trajectoire d'amélioration d'utilisation du pétrole. Vous vous souvenez de l'équation que je vous ai montrée pour le Moyen-Orient? La croissance économique, c'est égal à la croissance de la consommation de pétrole plus la croissance de l'intensité économique du pétrole. Si on a 3% de PIB en plus, 2% d'amélioration de l'IEP, ça veut dire qu'on doit consommer 1% de pétrole en plus. Si vous êtes dans un pic de l'offre, pas moyen de consommer ce pétrole supplémentaire. Mais vous devez respecter l'équation. Donc la destruction de la demande apparaît sous forme d'amélioration de l'intensité économique du pétrole, dans un premier temps. Et donc ça se traduit par des hausses des prix.
Donc voilà un scénario qui peut être possible. Vous êtes dans un pic de l'offre, les prix montent jusqu'au moment où on atteint les 6% du PIB, mettons, et à ce moment-là, vous engendrez une récession économique. Alors ce seuil des 6% monte avec le temps, parce que vous améliorez l'intensité économique du pétrole. Alors, je ne veux pas me substituer au travail des économistes et tout ça, c'est un modèle super rugueux, super... avec des approximations vraiment carrées, donc il faudrait un travail extrêmement fin, etc., pour avoir quelque chose de plus réaliste. Mais ce modèle a pour but de montrer qu'on peut avoir un schéma en dents de scie des prix, avec des récessions, et des prix surtout qui ne vont pas aller jusque les 200-300 $ le baril. Parce qu'initialement, quand on parlait du pic pétrolier, ouais, qu'est-ce qui va se passer quand on aura atteint le pic, on aura du 200-300 $ le baril. Ça m'étonnerait, parce que dans un premier temps, on aura à chaque fois une réponse très forte de la demande, que ce soit par une récession économique ou autre. Donc dans un premier temps, on n'aura pas les 300 $. On pourra monter à 300 $ si on améliore la façon dont on utilise le pétrole dans l'économie. Donc, c'est ainsi que certains proposent le scénario de plateau ondulant pour la transition, le passage du pic pétrolier. Sur ce graphique, j'ai représenté la production, le prix du pétrole, et vous voyez que les deux ondulent. Enfin, on n'est pas encore sur le plateau ondulant, mais on est dans la phase de montée. Et quand vous avez une crise économique, typiquement la demande diminue, c'est là où il y a les flashs oranges, la demande diminue, la production diminue. Si la production diminue, les prix diminuent aussi. Hein? Alors, en 2008, en fait, on était dans un scénario de pic de l'offre, hein, depuis 2004. Hein, vous voyez, depuis 2004, l'offre sature. Et donc, il faut détruire l'excès de demande. Le prix du pétrole monte, comme ça pendant 5 ans, jusqu'au moment où vous avez la crise économique. La crise économique fait chuter la demande. Donc, si vous faites chuter la demande, vous libérez un matelas de sécurité au niveau de la production. C'est la petite baisse, là où vous avez le flash orange, par rapport à ce qu'on peut produire et par rapport à ce que les producteurs sortent réellement des puits. Vous voyez qu'il y a un écart, donc vous avez un matelas de sécurité au niveau de l'offre, ce qui fait que les prix s'écroulent. Évidemment, si l'économie repart, la demande repart, et une fois que la demande atteint le plafond de ce qu'on peut appeler au niveau de la production, eh bien vous risquez de nouveau d'avoir comme ça une montée du prix du pétrole jusqu'au moment où une récession se déclenche. C'est le scénario du plateau ondulant qui peut se reproduire plusieurs fois. Donc c'est exactement le scénario ici, un petit modèle rugueux, appliqué à quelque chose qu'on a observé. Alors on a un autre scénario. C'est un scénario où on aurait une croissance économique plus faible, où on aurait une amélioration de l'intensité économique du pétrole plus importante, en tout cas plus élevée que le taux de croissance de l'économie. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on consommerait moins de pétrole chaque année. Et à ce moment-là, si vous faites tourner les modèles, forcément, vous avez un déclin donc c'est la demande en pétrole qui chute, et votre prix du pétrole, il va rester stable et il va correspondre au coût marginal de production, qui va grimper au cours du temps. Mais c'est un scénario quand même plus intéressant. Donc il y a les deux scénarios. À nous de choisir par des mesures intelligentes entre l'un ou l'autre scénario. Notez que la Deutsche Bank a fait une étude intéressante en 2009 où elle prévoit le scénario A pendant 2 coups, 2 crises économiques successives, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a un pic pétrolier, et donc, avec des décisions courageuses, on passerait dans un scénario de type plutôt B. Donc justement, quelle transition? Alors, au niveau de la transition, quand vous avez un problème de rareté des ressources comme le pétrole,
On l'a vu, ça se manifeste par des modifications du prix qui vont entraîner une réaction économique. Et ces réactions peuvent être de nature différente pour solutionner le problème de rareté. Donc c'est des boucles de rétroaction négatives, comme on les appelle, puisque le problème va générer un mécanisme qui solutionne le problème. Les solutions sont de trois types. Enfin, solution à la rareté de la ressource, c'est la solution technologique, par exemple les énergies renouvelables, les véhicules qui fonctionnent non plus au pétrole mais à l'électricité, l'isolation des bâtiments. Ça peut être des solutions sociétales, vidéoconférences, relocalisées, etc. Et un mécanisme, on l'a vu, c'est la crise économique. Alors là encore, en fonction de sa propre formation, de son vécu, etc., on va privilégier dans son esprit un mécanisme plutôt qu'un autre. Rapport de la Deutsche Bank, clairement, c'est la solution technologique qui est envisagée. Donc eux, ils ont fait un scénario, admettons que le pic ait lieu en 2016, ça va faire monter le pétrole, admettons jusque 175 $ le baril, déclencher une récession, mais en même temps on va se rendre compte qu'il y a un problème et donc lancer un plan massif de développement de la voiture électrique. Et ainsi on va sortir du pétrole tout doucement, la demande va baisser, donc le prix du pétrole va s'effondrer et va rester stable à 100 $ le baril. Voilà, solution technologique. D'autres n'ont pas trop confiance en les solutions technologiques ou estiment qu'elles vont arriver trop tard, seront insuffisantes, les marchés ne peuvent pas régler tout. Donc ils privilégient la solution sociétale, c'est notamment les personnes qui font partie du mouvement des villes et communautés en transition. Donc ce sont des particuliers qui dans leur coin, entre eux, préparent la transition vers un monde avec des énergies plus chères et les problèmes du réchauffement climatique. Et puis vous avez la crise économique, donc notamment étudiée par les militaires, puisque les militaires, c'est leur travail quand même d'étudier les situations assez pénibles. Est-ce que les problèmes économiques pourraient engendrer comme problème de sécurité intérieur au pays, mais aussi à l'extérieur forcément. Et donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne en fonction de son vécu, de sa formation, de son job. On privilégie une voie plutôt qu'une autre, alors que je pense que ce seront toutes ces voies qui vont se mélanger en même temps et qui vont s'influencer. La crise économique peut influencer les autres pistes, favoriser ou pas. En cas de crise économique, tout ce qui est renouvelable, malheureusement, d'autres mesures, je ne sais pas moi, développement de transports en commun et autres qu'on pourrait envisager, plus de sous. Donc ça peut freiner, alors qu'on est quand même dans un moment où les prix du pétrole sont très élevés et ne vont certainement pas descendre. Donc en conclusion, vous avez vu que le pic pétrolier, c'est quand même quelque chose de très complexe. Déjà, il n'y a pas un consensus sur la définition de ce qu'est le pic de production. Je vous ai parlé de pic de l'offre. On verrait la production contrainte par la nature, en quelque sorte. Pic de la demande, pic économique. Christophe de Margerie, CEO de Total, a inventé une nouvelle catégorie qui est pic capacité. En fait, ça revient au même que le pic pétrolier, c'est qu'est-ce qu'on est capable de produire. Mais bon, c'est un terme qui camoufle le terme picole, qui fait assez peur. Donc pic capacité, c'est beaucoup plus doux comme terme. Alors pas de définition vraiment très claire sur le pic pétrolier. Vous avez des aspects physiques, économiques, c'est assez complexe. Il n'y a pas non plus de date bien précise. Et ça, c'est un problème, parce que les gens aiment bien une date précise. La fin du monde, c'était en quelle année encore? Quelle date? 2012, mais...
décembre et un jour précis, non? 21. Le pic pétrolier, c'est quand? On voudrait une date pareille. Il n'y a pas une date précise pour le pic pétrolier. Vous avez un début, que je situe en 2004, et vous avez une fin. Un pic pétrolier écrasé, un plateau. 150 ans de hausse, 10, 20 ans de plateau ondulant, 100, 150 ans de déclin. Donc le pic, ça s'étale sur la durée. Et ça a déjà des effets sur la société. Vous l'avez vu dans certains pays du Moyen-Orient. La facture d'importation d'énergie de l'Europe, c'est 500 milliards de dollars. Le prix du pétrole par rapport à 2004 a été multiplié par 3, donc je pense que ça a contribué largement à une augmentation de la facture. On pourrait peut-être sauver la Grèce tous les ans si on n'avait pas ces dépenses à effectuer. Donc il y a quand même des effets qui apparaissent déjà maintenant. C'est un problème qui malheureusement n'est pas très visible parce que le pic pétrolier, on aura la certitude qu'il existe qu'une fois qu'on l'aura franchi. La visibilité n'est pas bonne parce que au niveau des définitions, c'est pas très clair non plus. Qu'on utilise la plupart du temps des indicateurs inadéquats pour suivre la disponibilité en pétrole, c'est les fameux 40 ans de pétrole. C'est aussi le fait que les réserves prouvées, ce sont des chiffres politiques. Donc on dit que c'est prouvé, mais c'est l'administration Ahmadinejad qui donne les chiffres et il n'y a personne qui va les vérifier. Donc c'est des chiffres politiques, pas très fiables. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet, pas beaucoup d'intérêt des gouvernements. Et donc, voilà, ça ne renforce pas la clarté dans cette thématique. Alors peut-être que les gouvernements ne sont pas très intéressés parce que au niveau des solutions, il n'y a pas une solution miracle qui va venir tout résoudre, mais il y a toute une série de choses, des défis à relever et des transformations certainement de la société qui vont avoir lieu. Et donc, ce que j'aimerais voir, c'est que tous les acteurs de la société prennent en compte le pic pétrolier dans leurs réflexions, dans leur travail, parce qu'on ne sait pas vraiment non plus vers où on va. Donc, il faudra la contribution de tous. Voilà, c'est sur ça que je vais terminer, parce que je pense qu'il est temps.